Salam alaikum. Alors aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo endomorphisme symétrique. La partie 1, c'est la partie 2. C'est comme les films. Partie 1, partie 2. Alors quel est le but de cette séance? C'est de parler d'un exemple fondamental d'endomorphisme symétrique. C'est la projection orthogonale sur un sous-espace d'un espace euclidien. Et pourquoi on fait ça? On fait ça car si Dieu le veut, dans la prochaine vidéo, procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, d'accord? On a passé 30 ans à faire une preuve avec des sommes UJ, une preuve très compliquée, etc. D'accord? 30 ans, d'accord? Vraiment la folie, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut comprendre le but de la séance. Grâce à la notion de projection orthogonale, l'ancienne preuve de procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, comment il va devenir? Il va devenir très simple. Il va devenir très simple en un seul mot. Non seulement il est très simple, il est naturel. Alors qu'on a passé 30 ans à faire somme des x, i, j, etc. Donc le but c'est quoi? C'est d'introduire le procédé, c'est d'introduire la projection orthogonale pour l'utiliser dans le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Et surtout si c'est un exemple fondamental d'endomorphisme symétrique. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quand nous étions en S2, on prenait F un sous-espace vectoriel, d'accord? Un sous-espace vectoriel possède une infinité de supplémentaires. Voilà. Et qu'on définit la projection sur F parallèlement à G. Donc c'est l'application qui est là, qui est xy plus z associé petit y. L'image de PFCF et ça. Alors que se passe-t-il? Nous sommes en S4. L'espace vectoriel, qu'est-ce que vous lui ajoutez? Vous lui ajoutez les angles, les longueurs et surtout l'orthogonalité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, dans le S2, le G il était quelconque. En S4, il est unique. C'est qui? Il y a une infinité, c'est l'orthogonale. Donc, on a choisi ça. Et on va appliquer le S2. C'est la méthode de travail. Donc, en fait, c'est un cas particulier important du S2. Pourquoi? Car on a mis l'espace vectoriel d'une structure euclidienne, d'un produit scalaire. Et on va définir cette projection. Alors, qu'est-ce qui devient cette projection? Donc, le supplémentaire, il est unique, c'est celui-là, donc qui est x, y plus z, associé y. Donc, une somme orthogonale, c'est plus fort qu'une somme directe. Non seulement tu as ça, mais tu as ça. Donc, c'est plus fort. Et qu'est-ce que tu as? Tu as toujours l'image de PF égale à F et le cœur de PF égale à F. Voilà. Ce qu'on peut le dessiner comme ça, tu es dans F, tu as un vecteur X et tu projettes orthogonalement. Voilà. Et ça s'appelle quoi? PF de X, ça s'appelle le projeté orthogonal de X. Projeté orthogonal de X sur F. Donc, qu'est-ce que c'est la définition de la projection orthogonale sur F? Regardez, c'est le S2. C'est le S2. Le S2, on a fait un choix particulier. On a pris grand G égale à quoi? C'est égal à l'orthogonale. Donc, c'est rien. Donc, on appelle projection orthogonale sur F, c'est quoi? C'est tout simplement la projection sur F parallèlement à l'orthogonale de F. Projection sur F parallèlement à F. Donc, qu'est-ce qui te dit la définition tout simplement? Comme la direction est unique, c'est l'orthogonale, il est ridicule de dire projection orthogonale sur F parallèlement à l'orthogonale. On dit qu'est-ce qu'on dit? On dit brutalement, c'est la projection orthogonale sur F. Car la direction elle est unique, ça existe. Ce n'est pas la peine de la préciser. C'est ça ce qui te dit la définition. Voilà. Ce qui est là sur le dessin. Alors voilà, on va donner des exemples. Alors comme exemple, on va se placer dans MNR canonique. MNR canonique. Donc, exemple. Donc, on se place dans MNR canonique.
muni de son produit scalaire canonique. Muni de son produit scalaire canonique, qui est deux matrices AB, c'est la trace d'un transposé de A fois B. Question, déterminer la projection orthogonale sur l'espace des matrices symétriques, sur SNR. Question très claire. Et pour comprendre cette question très claire, on te demande de définir, de trouver ça pour quand f égale à SNR. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver l'écriture, cette écriture orthogonale. Qu'est-ce que c'est une écriture orthogonale? C'est plus fort qu'une écriture unique, somme directe. Une écriture orthogonale, c'est plus fort qu'une écriture unique, somme orthogonale. Car tu as x qui est égal à y plus z de façon unique, et y et z, comment ils sont? Ils sont comme ça. Donc, tu vas commencer par quoi à chercher? Tu vas commencer à chercher l'écriture unique de S2. Alors, qu'est-ce que c'est l'écriture unique de S2? Alors, MNR et SNR. L'écriture de S2, si tu prends une matrice de MNR, s'il y a toujours A égal à A plus transposé de A, plus 1 demi, A moins transposé de A. Voilà, c'est l'écriture de S2. C'est l'écriture de S2 qui traduit que MNR. C'est quoi MNR? C'est SNR, matrice symétrique. Les matrices antisymétriques. Donc ça, c'est le S2. Et c'est un phénomène général. Chaque fois que tu as une fonction, il s'écrit que toute fonction est la somme des fonctions paires et impaires, tout polynôme, etc. C'est un phénomène général. Chaque fois que tu as une symétrie, tu as ça. Donc d'après le S2, d'accord, on a cette petite astuce. D'accord? MNR, c'est égal à SNR à ça. Alors un petit miracle, qu'est-ce qu'il fait? Ça, il appartient à quoi? Ça, il appartient à SNR. D'après le S2. Et ça, il appartient à NR. Qu'est-ce que nous avions vu en S4? Plusieurs fois dans les vidéos, vous regardez les vidéos précédentes, on a montré que SNR est orthogonal à ANR. Notez la méthode de travail. Je cherche une écriture orthogonale, donc il faut tout d'abord commencer par chercher une écriture unique. Car la somme orthogonale, il provient de la somme directe. Pour être orthogonal, il faut tout d'abord être direct. Pour être orthogonal, il faut tout d'abord être direct. Alors voilà, ça il appartient à SNR, puisqu'on a vu plusieurs fois, ça c'est orthogonal. Donc ça, il s'agit d'une somme qui est orthogonale, plus que directe. Donc comment je vais traduire ça? Je vais traduire ça en mettant ici comme ça. Donc, conformément à la définition de la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel, qu'est-ce que j'ai? X qui s'écrit de façon unique comme ça, je lui associe son projeté orthogonal, petit y. Donc, conformément à la définition générale, la projection sur SNR, c'est l'endomorphisme qui va de MNR dans MNR. La matrice est s'écrit comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je projette sur SNR, regardez. Donc, je lui associe son projeté orthogonal. C'est 1 demi A plus transposé de A. Et c'est terminé. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? La projection sur SNR, c'est l'application, c'est l'endomorphisme qui a petit a associé 1 demi A, etc. Voilà. Alors, on va continuer. Donc ça, c'est réglé. Alors maintenant, la projection orthogonale sur un sous-espace,
est un exemple fondamental d'endomorphisme symétrique. Donc, je vais les proposer comme sous forme d'exercice. Exercice 1. Bien sûr, F est un sous-espace d'un espace euclidien. Donc, il y a l'éternelle hypothèse, soit F, un sous-espace de l'espace euclidien, ça. Alors, on a, alors PF, alors la projection sur F est un endomorphisme symétrique. Est un endomorphisme symétrique. Que veut dire ça? Cela signifie que quel que soit XY appartenant à E, PF de X de Y est égal à quoi? C'est égal à X PF de Y. Et je l'ai dit dans l'autre vidéo plusieurs fois, on a fait même un exercice, c'est quoi? Parfois, qu'est-ce qu'on montre? Au lieu de montrer ça, cette égalité d'isolement, on isole X, qu'est-ce qu'on montre? On montre que cette expression est symétrique en XY. Il y a deux méthodes. Parfois, quand tu as les matrices, tu isoles X. Mais ce qu'il y a là, c'est évident, je l'ai dit dans notre vidéo, ça c'est symétrique, c'est d'accord. Ça c'est la même chose. Ça c'est égal à ça, c'est égal à ça. Voilà. Donc parfois, si tu n'as pas les matrices, qu'est-ce que tu fais? Tu montres que ça est égal à ça. Alors je vais écrire tout cela. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, si F est un sous-espace d'un espace euclidien, comme exemple fondamental d'endomorphisme symétrique, la projection orthogonale est un endomorphisme symétrique. C'est-à-dire, il vérifie par définition, ça est égal à ça. Le PF est il saute. Alors, preuve. Qu'est-ce qu'on va montrer? Regardez. Mais montrer ça, ça équivaut à quoi? Cela va montrer que PF de X de Y est égal à PF de Y de X. Voilà. C'est-à-dire ça est symétrique en XY. Ça, c'est symétrique en XY. Car le produit scalaire, c'est symétrique. D'accord? Donc, il faut montrer que ça est symétrique en XY. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer Y. On va décomposer Y. Donc, Y est un élément de E. Tu as la projection orthogonale. Alors, d'après le S2, quelle est l'écriture? Quelle est la décomposition d'un vecteur Y suivant sur F? D'accord? Alors, votre Y, donc ça je l'appelle tout simplement petit p, il s'écrit comme ça. Quand tu les décomposes, d'accord? Pourquoi? Car d'après le S2, l'espace E, c'est égal à l'image de P plus le noyau de P. D'après le S2. Regarde. D'après le S2, E est égal à l'image de P plus la somme directe de pierre de P. Alors, que se passe-t-il quand tu dis orthogonal? Ça qui est là, il devient comme ça. Mais d'après le S2, quelle est l'écriture? Y est égal à PY plus ça. Et ça, ça appartient à quoi? À l'image de P. Et ça appartient à quoi? À pierre de P. Il suffit de le calculer. Tu calcules P de ça, c'est combien? P de tout cela, c'est P de Y, moins P au carré. Et P au carré, c'est P. Donc P de ça, il appartient à 0. P de ça est égal à 0. Donc ça, il appartient à pierre de P. Voilà. Et l'image de P, c'est quoi? C'est F. Et le cœur de P, c'est quoi? C'est l'orthogonale de F. Donc il s'agit, regardez, il s'agit d'une écriture orthogonale, plus que son direct. Pourquoi? Car l'image de P par définition, l'image de PF, c'est F et l'image de cœur de PF. Donc il s'agit d'une écriture qui est orthogonale. Donc comment il définit votre PF, si vous voulez?
de E dans E, un Y qui s'écrit comme ça, qui s'écrit comme ça de façon unique, qui est cette écriture orthogonale, tu vas associer P de Y. Voilà. Donc ça, c'est une remarque, etc. Donc maintenant, je vais répondre à la question. Il faut que j'évalue ça. Donc je vais partir de là. Alors, P de X de Y, pour ne pas leur dire je note petit p au lieu de P indice F. Ça, qu'est-ce que je fais? J'utilise cette écriture. Donc je remplace. Donc c'est égal à quoi? Donc j'utilise cette écriture, c'est égal à P de Y plus Y moins P de Y. Maintenant, j'utilise la linéarité des produits scalaires. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à ça. Donc, la linéarité des produits scalaires, c'est égal à ça. Et c'est terminé. Il ne faut pas oublier ce que vous cherchez. Je cherche à montrer que P est un endomorphisme symétrique. Que veut dire endomorphisme symétrique? Ça égale à ça. Et que veut dire ça égale à ça? X, Y, Y, X. X, Y, Y. Cela veut dire que ça, que cette expression qui est là, est symétrique en X, Y. Voilà. Que veut dire X, Y égale Y? Cela veut dire que ça est symétrique en X, Y. Et regardez, ça, c'est égal à ça, plus ça. Et ça, il appartient à quoi ça? À le quart de P. Et cœur de P, ça vaut combien? C'est l'orthogonale. Et ça, il appartient à quoi? Alors, à F. Car l'image de P, c'est F. L'image de P, c'est F. Et le cœur de P, c'est F. Et ça, il appartient à cœur de F. Et ça, c'est orthogonal avec ça. Donc, combien il vaut celui-là? Il vaut 0. Conclusion. J'ai Px de Y. C'est égal à Px P de Y. Et c'est terminé. Ça, regardez, c'est une expression symétrique en x, y. Pourquoi? Parce qu'il est égal à ça. Et c'est terminé. Ce n'est pas la peine d'isoler, etc. Ou bien de dire en changeant le rôle de x, y, etc. Voilà. Alors, nous continuons. Donc, la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel est un exemple fondamental d'endomorphisme symétrique. Alors maintenant, proposition. Je fixe un espace euclidien. Donc, je fixe un espace euclidien. Donc, soit un espace euclidien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a la chose suivante. Et P, je fixe également P, une base. Une base de E. Alors, B est une base orthonormée si et seulement si, quel que soit X appartenant à E, j'ai l'écriture hilbertienne, c'est une écriture qui est très connue. Donc si tu fais le S6, etc., l'analyse, fonction, etc., c'est une écriture très classique. Donc tu vas la regarder tout le restant de ta vie. X est égal à quoi? La somme I égale à n de ça et ça. Et quelle est l'originalité de l'écriture? L'originalité, elle est là, regardez. U1, U2, est une base, donc il s'écrit comme ça. L'originalité, c'est que les coordonnées, ils s'expriment en fonction des produits scalaires. Et ça, c'est très important. Non seulement c'est très important, il possède une signification très profonde. Voilà. Alors, on va montrer ça. Alors, on va commencer par l'implication utile. Alors, il y a l'implication utile et il y a l'implication inutile. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'hypothèse?
L'hypothèse B est une base orthonormée. L'hypothèse B est une base orthonormée. Et qu'est-ce que je cherche à montrer? Donc, c'est la méthode de travail. J'écris l'hypothèse, qu'est-ce que je cherche à montrer? Tu cherches à montrer que tes vecteurs, ils s'écrivent comme ça. Commence tout d'abord à montrer que les combinaisons linéaires des UI. Comme B est une base, comme B UN est une base de E, tu as la décomposition unique tout d'abord. X est égal à quoi? La somme I de 1 à N, X, I. Pardon. Je suis rapide. Donc X, il s'écrit comme ça. Pourquoi? Car c'est une base. Il s'écrit comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à montrer? J'ouvre mes yeux. Alors il faut que je montre que XI est égal à ça. Donc il faut que je montre, regarde. Regarde. Voilà. Il faut être modeste, regarde. Car ce n'est pas des maths. Tu fais ça, je fais ça, je fais ça. Il n'y a pas astuce. Ce n'est pas comme l'intégrale de Gauss, d'autres vidéos. Ah, il y a des astuces. Alors voilà, x égale à ça. Alors je veux montrer ça. Donc il est naturel, regardez, d'après ce que je veux, il est naturel d'évaluer les produits scalaires. Donc je vais évaluer les produits scalaires x et j. UJ. Alors maintenant, j'utilise la linéarité du produit scalaire par rapport à la première variable. Donc c'est égal à quoi? X, UI, UJ. Voilà. J'ai utilisé la linéarité par rapport à la première variable. Mais l'hypothèse, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? Il ne faut pas oublier l'hypothèse. Pour cela, il faut retenir l'hypothèse. Je veux dire, B est une base orthonormée. Orthonormée. Voilà. B est une base orthonormée. Que veut dire B est une base orthonormée? Ça est égal au symbole de Kronecker. Donc ça est égal au symbole de Kronecker. Dans cette somme, qu'est-ce que ça va te rester? Ça va te rester xj. D'accord? Il est une notation muette, donc il va te rester xj. Conclusion, qu'est-ce que tu as? Tu as ça est égal à ça. Ce qu'il fallait démontrer. Donc ça est égal à ça. Donc quand tu remplaces ici, tu remplaces dans étoile, qu'est-ce que tu obtiens? I de 1 à n, je remplace, est égal à ça. Donc pour un étudiant qui est passable, il fait ça, etc. Pour un étudiant qui est brillant, c'est évident. Car quand tu as une base orthonormée, la base duale, c'est les delta UI, et l'écriture est évidente d'après le chapitre dualité que nous avions vu. Voilà. Donc c'est évident, il n'y a rien à faire. Pour un étudiant qui est passable, il fait ça, et c'est joli, voilà. Il est content. Alors maintenant, c'est quoi? Alors l'implication réciproque. L'implication réciproque, l'implication inutile. Donc pour l'implication inutile, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? L'hypothèse, c'est ça. Pour l'implication inutile, voilà. J'ai cette hypothèse. Tout x, il s'écrit comme ça. Voilà. Mais il ne faut pas oublier, UN, I2, UN est une base. Donc il s'agit ici d'une écriture qui est unique. Donc il s'agit d'une écriture qui est unique. Donc en particulier, je peux choisir x égale à uj. J appartenant à n. Donc quand je choisis ici x égale à uj, j'obtiens cette égalité. Voilà, j'obtiens cette égalité. Mais U1, U2, UN est une base, donc c'est une famille libre. Donc en identifiant, qu'est-ce que tu obtiens? En identifiant les coefficients, UJ. Donc ici tu décomposes pour mieux voir l'identification. Donc tu as UJ, UJ, UJ plus I différent de J.
pour mieux voir l'identification. Voilà. Donc tu as UJ qui est égal à ça, plus ça. Conclusion, puisque tu as le coefficient de ça c'est 1, tu as 1 est égal à UJ. UJ. Voilà. Et tu as 0, UI égale à UJ, si I est différent de J. Que veut dire ça? C'est égal à 1, c'est égal à 0. Car on identifie ici. Donc, conclusion, qu'est-ce que tu as? Tu as UI, UJ, est égal au symbole de Kronecker. Autrement dit, U1, U2, UN est une base. C'est une remarque. Ce qui nous intéresse, c'est l'application utile. L'autre implication, il y a équivalence. Orthonormel, ça équivaut à l'écriture unique. Alors maintenant, on va améliorer cette écriture. On va améliorer cette écriture. Alors, que veut dire améliorer cette écriture? On va la généraliser. Donc, on va généraliser cette écriture. Attention, est-ce que moi, j'ai rien à faire, je généralise, etc., etc. Donc, il faut apprendre à être patient. J'ai rien à faire, je m'ennuie, je généralise. Plus généralement, soit F, un sous-espace d'un espace euclidien, et B, une base orthonormée. Regardez, chaque fois que la base est orthonormée, il faut la retenir. Je note toujours WI. Voilà, je note toujours WI. Donc W1, W2, WP. Une base orthonormée de F. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est plus général. Quel que soit X appartenant à E, qu'est-ce que j'ai? PF de X c'est combien? C'est la somme I de 1 AP X WI WI. Plus généralement. Que veut dire plus généralement? C'est-à-dire si je prends compte F le référentiel, si vous prenez compte F c'est le référentiel, que vaut PF de X? PF c'est l'identité. Donc ici qu'est-ce que tu récupères? Tu récupères X. Du petit p, c'est quoi? C'est n. Et tu as l'autre proposition, ou bien l'autre exercice. D'accord? Donc c'est plus général. Et pourquoi on généralise? Ça, il faut être patient. Ça s'appelle, il faut être patient, il ne faut pas se précipiter. Alors voilà, tout d'abord on va se débarrasser des lacunes. Donc je fais comme ça. Si F est un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien, regardez, je me débarrasse des lacunes très doucement. Alors il est évident que F muni du produit scalaire induit, d'accord, tu prends les restrictions, est également un espace euclidien. Voilà. C'est l'évidence. E est euclidien. Si tu prends un sous-espace, tu élimines des restrictions, ça reste bien sûr une forme de linéaire symétrique définie positive. Donc c'est également euclidien. Qu'est-ce que je vais faire? Astuce, regardez, je vais me ramener au résultat précédent. D'accord? Mais attention, il y a des notations muettes. Les notations muettes. PF de X, il appartient à F. Donc j'applique le résultat précédent qui dit que dans un espace euclidien, tout vecteur X, il s'écrit la somme des X et Y. D'accord? Si c'est orthonormel, c'est comme ça. Donc, le E est devenu quoi? Les notations muettes. Le E est devenu quoi? Il est devenu F. Dans un résultat en mathématiques, il ne faut pas s'attacher aux notations. Ce sont des notations muettes. Quand on dit soit E un espace euclidien, une notation muette. C'est-à-dire que je peux changer E par F. Donc je peux changer E par F, et je change X par quoi? Par P de X.
Regardez, x. Donc d'après le résultat précédent, j'ai px, voilà, d'après l'exercice, est égal à quoi? Ici, est-ce que AN? Non. La dimension de f, c'est P. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué le résultat précédent qui dit que dans un espace euclidien grand E majuscule, qu'est-ce que j'ai? J'ai x qui s'écrit somme des x, etc. Où ça, c'est une base orthonormée. Donc je remplace grand F par E, je remplace E par grand F, et je remplace petit x par petit x qui appartient bien à F. Donc j'ai cette décomposition d'après le résultat précédent. Mais surprise, ça c'est quoi? PF est un endomorphisme symétrique. Qu'est-ce que c'est l'endomorphisme symétrique? On a aussi celui-là, PF, il saute. Et combien il vaut celui-là? Il vaut WI. Pourquoi? Parce que F, WI est une base de grand F. Tu projettes sur F. Donc PF WI est égal à ça. Je répète, d'après le résultat précédent, j'ai ça. Mais nous avions montré que PF est un endomorphisme symétrique. Que veut dire endomorphisme symétrique? Il saute. Donc voilà, il a sauté. Mais PF WI, c'est quoi? Tu projettes sur F. Et WI, il appartient à F. Donc c'est égal à WI. Donc conclusion, tu obtiens la formule cherchée. Tu obtiens la formule cherchée, ça. Voilà. Ce qu'il fallait montrer. Alors maintenant, on va faire des exemples. Donc des exemples. Donc, exemple. Alors on va considérer la projection orthogonale sur un hyperplan. Alors soit H un hyperplan d'un espace euclidien c'est-à-dire sa codimension est égale à 1. Si tu ajoutes 1 à sa dimension, tu trouves la dimension du référentiel. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai E qui est égal à la somme orthogonale de ça et ça. Mais les supplémentaires d'un hyperplan, c'est une droite vectorielle. Donc tu poses grand H égal à R W. Et qu'est-ce que c'est W? C'est un vecteur. C'est un vecteur que tu peux normaliser. W est un vecteur unitaire. W est unitaire. Normalisé, que tu peux normaliser. Tu peux diviser par sa norme. Donc tu peux choisir comme générateur W un vecteur unitaire. D'accord? Unitaire, tu peux normaliser. Tu peux choisir W un vecteur unitaire de ça. Ça c'est une droite vectorielle, donc tu peux choisir un vecteur unitaire. Alors, qu'est-ce que c'est la projection sur l'orthogonale de H? Qu'est-ce que c'est la projection sur l'orthogonale de H? D'après la formule générale qu'on vient de démontrer, regardez. La formule générale, c'est quoi? C'est somme des x, WI, etc. Donc, il y a x, tu associes x, W. Donc, la projection sur la droite vectorielle, c'est très facile. Voilà. Alors maintenant, il faut retenir la formule générale, ça, qu'on utilise sous silence dans les calculs. C'est quoi? C'est hors sujet, il faut la retenir. Je mets double parenthèse. La projection sur F plus la projection sur l'orthogonale est égale à quoi? Est égale à l'identité de I. Regardez, la projection sur F plus la projection sur l'orthogonale est égale à l'identité. Que veut dire cette formule? Cette formule te dit, pour déterminer la projection sur F ou sur ça, tu choisis le sous-espace vectoriel de plus basse dimension. Tu choisis le sous-espace vectoriel de plus basse dimension. Voilà. Alors, ce qui est les plus basses dimensions, c'est celui-là.
C'est l'orthogonale, c'est une droite vectorielle. Donc c'est une astuce qu'on utilise très souvent. On utilise que le projecteur R plus le projecteur associé, c'est toujours l'identité. Donc tu choisis le sous-espace du plus bas dimension. Comme ça, tu as la définition facilement. Et après, tu déduis la projection de R. Alors ici, on va appliquer cette remarque. Alors, que vaut la projection sur l'orthogonale de H? Que vaut la projection sur l'orthogonale de H? Donc, il va de E dans E. Et d'après cette remarque, c'est égal à qui est X Moralité des choses, la projection sur un hyperplan, c'est très facile. Il suffit de déterminer la projection sur l'orthogonale de H, qui est une droite vectorielle, c'est facile, et tu fais la différence. Voilà, c'est bon. Alors, exercice. On se place dans R4, muni son produit scalaire canonique, et on considère l'hyperplan. On considère l'hyperplan H qui est égal à x, y, z, t, les quadruplés appartenant à R4, tel que x plus y plus z plus t égale à 0. Alors, déterminer, ou bien définir la projection PH sur H. Ensuite, écrire la matrice de la projection de H dans la base canonique de R4. Voilà. Question très facile. H, c'est l'hyperplan, très facile ça. Et pourquoi ça, c'est un hyperplan? Parce que c'est le noyau de la forme linéaire qui est x, y, z, t associé à la somme. Donc ça, c'est une forme linéaire non nulle. Donc ça, c'est son noyau. D'accord? Donc c'est un hyperplan parce que c'est le noyau de la forme linéaire qui est égal à ça. Donc ça, c'est un hyperplan. Alors maintenant, on va définir la projection sur H. Astuce, ce qu'on fait, on va à l'orthogonale dont la dimension très faible est égale à 1. Donc il est évident et on fait la différence. Donc il faut retenir cette astuce. Pour un hyperplan, c'est évident la projection sur H. Alors qu'est-ce que c'est H? C'est ça. Je rappelle H. H, c'est ça. Donc c'est l'ensemble des x, y, z t appartenant à R4. Tel que x plus y plus z plus t égale à 0. Donc c'est l'ensemble des x, y, z t appartenant à R4. Tel que le produit scalaire avec un 1 est égal à 0. Voilà. Je m'amuse. En fait, c'est évident. Regarde, moi, j'écris. Voilà. Donc, ça, c'est quoi H? H, donc, il est remarquable que H, c'est tout simplement l'orthogonale de cette droite vectorielle. Il est remarquable, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est l'orthogonale de H? L'orthogonalité est une opération involutive, d'où l'orthogonale de H, c'est la droite vectorielle est égale à ça. Donc la projection sur la droite vectorielle, c'est évident. Voilà. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de normaliser ce vecteur. Alors on va normaliser ce vecteur, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va choisir W? C'est un vecteur unitaire de la droite. Je vais calculer la norme de ça, la norme euclidienne. Donc la norme au carré c'est 4, donc je vais le normaliser, je vais choisir ce vecteur unitaire, 1 demi. Et d'après la formule générale, qu'est-ce que c'est la projection sur H? Regardez. Je fais la différence. Pourquoi? Parce que la somme est égale à l'identité, d'après le S2. Alors, je vais écrire la projection sur H, sur l'hyperplan H.
Donc la projection sur H. Donc je vais de R4 et j'arrive dans R4 et j'applique texto ce qu'il y a là. Donc à X, Y, Z, T, je lui associe X, Y, Z, T, moins X, Y, Z, T, W, W. Voilà. Maintenant, tu fais tes calculs. Regarde, W, c'est 1/2. Donc, tu fais sortir ici le 1/2. Et tu fais sortir ici le 1/2. Donc, ça te fait 1/4. Et tu effectues le produit scalaire canonique dans R4. Donc, c'est très facile. Pour des canoniques dans R4, tout le monde sait le faire. Donc, tu trouves quoi? Donc, c'est égal. Donc, c'est 1/4. 3x moins y moins z moins t moins x plus 3y moins z moins t moins x moins y plus 3z moins t. Et la quatrième composante, c'est quoi la quatrième composante? C'est moins x moins y moins z plus 3t. Voilà. Calcul bête, tu fais produit scalaire dans R4. Tu trouves ça, c'est égal à 1/4. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice de pH dans la base canonique? Qu'est-ce que c'est la matrice de cette projection orthogonale dans la base canonique? Voilà. Question, comment on trouve la matrice d'un endomorphisme dans la base canonique? Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui dis, monsieur, tu prends ça, tu le mets ici, tu superposes les coordonnées. Ça ici, et ça ici, voilà. Donc tu écris comme ça. Tu superposes. Donc, tu superposes. Tu superposes. Voilà, tu superposes. Une fois que tu as superposé, et tu n'oublies pas le 1/4 ici, voilà, tu achètes comme toujours une brosse avec des dirhams et tu effaces les X, tu effaces les Y. Il ne faut pas s'amuser pour déterminer l'endomorphisme dans la base canonique, calculer F de E1, F de E2, F3, F de E4, tu vas dormir. Il ne faut pas dormir, tu fais comme ça, tac, 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 et puis tu achètes la brosse et tu effaces les Y. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver ça. Quand tu effaces, tu trouves 3. Voilà. Tu trouves une matrice symétrique. Voilà, surprise. Quelle est la surprise? La matrice de la projection de H dans P4 base orthonormée, c'est quoi? C'est une matrice symétrique. Est-ce que ça, c'est une surprise? Ce n'est pas une surprise, c'est une introduction au résultat fondamental suivant qui donne la deuxième méthode pour démontrer qu'un endomorphisme est symétrique. Donc, je vais l'écrire et je vais terminer avec ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce résultat? Donc, je considère un espace euclidien. Donc, il ne s'agit pas d'une surprise. Il s'agit d'un phénomène général. Voilà. Donc il faut terminer en beauté. Et je vais l'énoncer de manière plus précise. D'accord? Je vais l'énoncer de manière très précise. Dans la pratique, dans le contrôle plutôt, on vous demande de montrer que F est un endomorphisme symétrique. D'accord? Alors qu'est-ce que vous faites? Dans la question précédente, on parle de base orthonormée. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis soit B, une base orthonormée de E. Et qu'est-ce que tu vérifies? Tel que la matrice de F dans B est symétrique. Alors que se passe-t-il? Alors, F est un endomorphisme symétrique. Ça, c'est l'implication utile. L'implication utile, c'est ça. Dans l'examen, tu as une base orthonormée
et puis on te demande la question, montrer que F est un endomorphe symétrique. Qu'est-ce que tu fais? La matrice, elle est symétrique, d'après le cours, elle est symétrique. Quand on utilise cette méthode, d'accord, quand la matrice dans la base, c'est facile. Par contre, chez les matrices, ça ne marche pas, si vous avez vu d'autres vidéos. Réciproquement, si F est un endomorphisme symétrique, notez, alors pour toute base, regardez ici, si B, je cherche à montrer les symétriques, je dis si B, et j'ai ça. Si F est un endomorphisme symétrique, alors pour toute base, B orthonormée de l'espace euclidien, qu'est-ce que j'ai? J'ai alors la matrice de F dont B est symétrique. Donc pour un étudiant de première année qui est probablement logique, il faut l'écrire comme ça. Si B orthonormé et C symétrique, alors F est symétrique. Contrôle. Réciproquement, ici on a gagné, F est symétrique. Qu'est-ce qu'on fait? On abuse. Alors, quel que soit B orthonormé, on traite de F dans B. Mais nous, d'accord, en deuxième année, on ne va pas faire ça parce qu'on dit, brutalement, on dit que F est un endomorphe symétrique, c'est seulement si sa matrice dans une base orthonormée est symétrique. Mais dans la tête, à l'intérieur, on a les deux cas, pour ne pas être très lourd. Alors, on va montrer ce dernier résultat, on va terminer avec ça. Donc, terminer. Je dis pourquoi je dis terminer, comme ça tout le monde est content. Car ce qui compte, c'est que tout le monde est content. Alors, que veut dire F est symétrique? F est symétrique signifie que quel que soit x, y, appartenant E croix E, j'ai f de x scalaire y est égal à quoi? Est égal à symétrique. C'est-à-dire x, y, c'est symétrique. Mais cette égalité, donc il s'agit ici de l'égalité de deux formes bilinéaires, d'accord? Il s'agit d'égalité. Cette égalité équivalente à quoi? À l'égalité, il faut retenir les petites astuces. J'ai une égalité, j'ai l'égalité de deux applications linéaires. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à l'égalité sur la base. Alors quand tu es bilinéaire, ça équivaut à l'égalité sur la base. Donc je peux choisir x c'est ui et y c'est uj. Donc cela équivaut à quoi? À quel que soit ij, qu'est-ce que j'ai? Je vais l'écrire ici. F de ui, uj, c'est égal à quoi? C'est égal à f de uj, ui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Ça, c'est la définition d'un endomorphisme symétrique. Et comme c'est linéaire, ça équivaut à l'égalité sur la base. Et j'écris ça. Mais d'après l'écriture hilbertienne, f de uj, c'est égal à quoi? Car il ne faut pas oublier ici, f est un endomorphisme. Et p, c'est quoi? J'ai pris ui, etc. C'est pas grave. U1, U2, UN est une base orthonormée. Est une base orthonormée. Donc, F est un endomorphisme symétrique et B est une base orthonormée. Symétrique, ça veut dire ça. Et cette égalité est équivalente à ça. D'accord? Mais comme B est une base orthonormée, F de uj s'écrit comment? Il s'écrit somme. Il s'écrit comme ça. Pourquoi? Parce que U1, U2, UN, d'après le résultat précédent, d'accord? Écriture hilbertienne, d'accord? Tout vecteur est s'écrit comme ça lorsque la base elle est orthonormée. Mais d'autre part, d'après le S2, f de uj vaut combien? C'est la somme des AIJ, UI. Il va allant de 1 à n. Et qu'est-ce que c'est les AIJ? C'est la matrice de F dans la base. Voilà.
Donc, si tu compares ça et ça, qu'est-ce que tu déduis? Que tu déduis que ça, c'est égal à ça. Autrement dit, la matrice de f dans B, quand tu as un produit scalaire dans un espace euclidien, c'est égal à ça. La matrice de f dans l'espace orthonormé, il s'exprime en fonction des produits scalaires. Regardez. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est AIJ. Et ça, c'est quoi? C'est AJI. Donc la matrice de f dans B est symétrique. Voilà. Voilà, donc je vous remercie. Alors, donc, bien sûr, il faut faire des exercices, il faut regarder la plateforme modèle pour d'autres exercices. On va utiliser la projection orthogonale, d'accord, le dimanche, d'accord, on va utiliser le dimanche à 14h pour construire une base orthonormée. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une base orthonormée, on va faire un algorithme qui permet de construire à partir d'une base quelconque une base orthonormée. Car nous avions vu de manière théorique que tout espace euclidien possède une base orthonormée. D'accord? La démonstration, elle était très facile. D'accord? Elle est très facile. Mais son grand défaut, c'est quoi son grand défaut? Si tu me donnes un espace euclidien et tu me dis, donne-moi une base orthonormée, je ne sais pas vous la donner. D'accord? Alors, donc l'avantage du résultat théorique que nous avions vu, que tout espace euclidien possède une base orthonormée, la démonstration est très simple, très facile, en un seul mot. D'accord? Mais son grand défaut, il n'est pas pratique. Donc ça ne va pas. Alors Gram-Schmidt, qu'est-ce qu'il fait? La démonstration habituelle, elle est compliquée sans DIGG et elle est pratique et utile. Il s'agit d'un algorithme. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? La preuve qui est compliquée, on va la rendre facile grâce à la projection orthogonale. Voilà, je vous remercie.